Le COBEPS, Comité belge d'études des phénomènes spatiaux, est une association de fait, poursuit une approche scientifique et technique du phénomène OVNI, sans a priori sur sa nature et sur son origine. Notre association, notre comité, puisque certains ont entendu parler de SOBEPS, qui était jadis la Société belge d'études des phénomènes spatiaux. Le COBEPS est une sorte de continuité pour certaines activités de cette défunte association. Le COBEPS est donc le comité belge, tout petit comité. Donc nous menons des enquêtes et des recherches sur les observations d'OVNI à Bruxelles, dans la périphérie de Bruxelles et dans la partie wallonne du pays, en collaboration avec deux associations néerlandophones qui s'occupent de l'autre partie du pays. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Meheust, qui est docteur en sociologie et qui se consacre à l'histoire de la parapsychologie et mène une réflexion épistémologique sur les tabous de la connaissance. Bertrand a étudié, travaillé et publié dans les domaines de la philosophie, en anthropologie et en sociologie, en sciences psychiques et aussi, ce qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, en ufologie. Bertrand est un ami de longue date, on se connaît depuis pas mal de temps. Les débuts de la SOBEPS, donc ça nous reporte à 1971, par là. Et Bertrand connaît très bien la Belgique. Il y a beaucoup d'amis, je crois, à Bruxelles, et par chez nous. On a appris tantôt qu'il était d'origine belge, par sa grand-mère. Voilà. Et il connaît surtout bien les événements qui se sont déroulés chez nous il y a une vingtaine d'années. Et je dois souligner que Bertrand est un des très rares observateurs étrangers ou ufologues étrangers qui soient venus chez nous et qui se soient donné la peine d'étudier nos dossiers et ce qui s'est passé dans notre pays. Il y en a très peu qui ont fait ça. Bertrand a publié beaucoup d'ouvrages, plusieurs ouvrages sur la question des ovnis, et notamment, dont il sera plus particulièrement en question ce soir, Science-fiction et soucoupe volante, une réalité mythico-physique, qu'il a publié en avril 78 à Paris au Mercure de France, et qui a fait l'objet d'une réédition revue et augmentée en 2007. Alors je vous encourage à plonger dans ce bouquin qui est absolument passionnant. Bertrand, sur base des informations qu'il a recueillies en Belgique, a écrit une petite plaquette qui s'appelle « Retour sur l'anomalie belge », qui a été publiée en 2000. Il avait écrit auparavant « En soucoupe volante, vers une ethnologie des récits d'enlèvement », qui est une réédition en 1992 de Soucoupe volante et folklore, qui avait paru en 1985. Dans d'autres domaines, Bertrand a publié « Les miracles de l'esprit, qu'est-ce que les voyants peuvent nous apprendre ?» aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond. Et récemment, « La politique de l'oxymore, comment ceux qui nous gouvernent nous masquent la réalité du monde ». Bertrand va nous parler ce soir des rapports très curieux, très interpellants, vous allez voir, qui existent entre la science-fiction et ce qu'on appelle les soucoupes volantes. Nous nous retrouverons dans 1h30 à peu près pour un question-réponse, et puis je vous invite à se retrouver soit au bar, soit dans la salle d'exposition pour poursuivre nos conversations et nos entretiens. Une dernière chose, le COBEPS est toujours fort intéressé par des témoignages, donc si parmi vous il y a des personnes qui souhaitent nous faire part d'observations, eh bien merci de prendre contact avec l'un de nous et nous poursuivrons ce dialogue par la suite. Ici ce sera peut-être un peu compliqué dans ce cadre-ci, mais on reprendra très volontiers contact avec ces personnes. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je cède la parole à Bertrand Meheust.
Ça marche, vous m'entendez là? Oui. Bien, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux. Merci au COPEX de m'avoir invité. Comme je le disais, c'est toujours un plaisir pour moi de venir ici en Belgique et d'y parler de ce que j'ai fait jadis sur les ovnis. Alors, je ne vais pas vous cacher, je ne travaille plus aujourd'hui directement sur ces questions, je travaille sur d'autres sujets, mais ça continue de me passionner, j'ai toujours un œil là-dessus, et ça me tétille régulièrement de reprendre des raisonnements sur ce sujet. Alors en fait, pour éclairer la discussion, je vais très rapidement vous tracer ma trajectoire pour ce qui concerne l'histoire des ovnis. Et pour éclairer le problème bizarre que j'ai découvert dans mon premier livre. Un problème dès les débuts, j'ai pensé qu'il était susceptible d'éclairer ce phénomène, et je le pense toujours. Et j'ai aussi le sentiment de n'avoir pas réussi encore à percer le secret de cette mystérieuse correspondance entre la science-fiction et les soucoupes volantes, qui peut paraître anodine à première vue, mais qui cache, vous allez le voir, bien des bizarreries. Alors, comment ça s'est passé? Très rapidement, je suis d'une génération qui lit beaucoup. Et j'ai été nourri, avant même d'entrer en 6e, des livres de Jules Verne. Donc j'avais lu de la science-fiction, toute la vieille science-fiction. Après, je me suis passionné pour la science-fiction. Et puis, dans les années, à peu près quand je suis arrivé en terminale, j'ai commencé à m'intéresser aux ovnis. J'ai contacté diverses organisations, dont le Phénomènes Spatiaux, qui était dirigé à l'époque par Francine et René Fouéré. J'ai commencé à faire des enquêtes, qui étaient certainement très mal faites. Enfin, j'en étais un groupe d'amis à Dijon. Mais ce qui m'intéressait, c'était pas tellement de faire des enquêtes scientifiques à la manière de la SOBEP, c'est-à-dire avec tous les détails, etc. Je ne suis pas vraiment armé pour ça. C'était plutôt de m'imprégner du phénomène pour essayer de comprendre comment il fonctionnait. Et pour faire un peu d'ethnologie en quelque sorte. Voir ce que c'était qu'un témoignage, comprendre ce qu'il y avait dans l'esprit des gens qui témoignaient, etc. Et ça me mène au début des années 70. Et à cette époque-là, il y a une bizarre intuition qui m'est apparue. Alors, il faut préciser que au début, comme tous les jeunes qui se lancent là-dedans, j'avais tendance à prendre les choses au premier degré. J'étais passionné, fasciné par les histoires d'ovnis. Pour moi, c'était une réalité qui paraissait évidente. La réalité me paraissait aller de soi. Mais un jour, une intuition étrange s'est emparée de moi alors que je lisais un bouquin que j'avais trouvé dans le grenier qui racontait un livre de Jean de La Hire qui datait de 1908 et qui racontait l'histoire d'un enlèvement d'un couple par une sphère, une sorte de sphère mystérieuse qui pompe les gens dans un rayon de lumière. Or, à l'époque, dans la littérature soucoupique, c'était le début des histoires d'enlèvement. Et c'était exactement ce type de représentation qu'on utilisait pour décrire ce qui se passait quand les gens étaient censés être enlevés à bord d'un ovni. Alors je me suis dit, là, il y a un problème. J'ai regardé tout de suite la date, 1908, quoi. On décrivait des choses comme ça en 1908. Il faut comprendre qu'à l'époque dont je vous parle, le début des années 70, il y avait un dogme qui était encore bien inscrit, le phénomène ovni avait commencé en 1947. Et une des raisons qu'on employait régulièrement pour démontrer la solidité des témoignages, le côté absolument inédit du phénomène ovni, c'était le fait que des choses comme ça n'avait pas été inventé, que ça surgissait comme ça, d'une espèce de néant. C'était des choses qui n'étaient pas inventables, qui n'étaient pas prédictibles. Or, j'étais en train de découvrir que précisément, la vieille science-fiction n'avait cessé de développer ces représentations, et la chose vraiment très étrange, elle les avait développées avant que le phénomène soit officiellement intervenu dans la réalité. Pour fixer bien les dates, le phénomène ovni officiel, l'histoire moderne des ovnis commence le 24 juin, 24 juin 1947. Pour vous situer, j'ai quelques jours de plus que le phénomène. Vous voyez, ça fait partie de mon histoire personnelle. Le 24 juin 1947, donc, le phénomène ovni était censé commencer par une sorte d'intrusion
stupéfiante et spectaculaire dans l'histoire humaine. Et voilà, je découvre que la science-fiction, en fait, avait brodé sur ce genre d'histoire depuis un siècle. Voilà. Alors je me suis enfoncé dans ce problème pour essayer de comprendre ce qu'il signifiait. Et j'ai écrit un bouquin qui est paru en 1978 au Mercure de France, comme le disait Patrick, qui essayait de décrypter le phénomène. Donc le livre était composé en 3 parties. Une partie où je mettais en évidence la correspondance avec la science-fiction, une deuxième partie où j'examinais toutes les hypothèses susceptibles de rendre compte directement ou indirectement de cette coïncidence, et une troisième partie qui était beaucoup plus spéculative, qui à mon avis n'a plus aucun intérêt aujourd'hui. Par contre, la première partie et la deuxième me paraissent encore d'actualité. C'est pour ça que j'ai réédité ce bouquin il y a quelques années. Malheureusement, je n'ai pas pu en amener d'exemplaires parce que je n'en avais plus. Voilà, donc ce livre a beaucoup surpris à l'époque parce que les ufologues vivaient dans cette idée que les ovnis c'était une nouveauté radicale. Or, qu'est-ce que je démontrais? Que d'un certain point de vue, du point de vue imaginaire, c'était très ancien. Et alors, la particularité de mon approche, qui m'a obligé à des acrobaties intellectuelles parfois, c'est que j'étais persuadé à l'époque qu'il y avait une réalité matérielle, que le phénomène était, que la réalité matérielle du phénomène était prouvée. Comment concilier ces deux données? Et puis, donc je me suis lancé là-dedans. Ça a pas mal remué les esprits du côté des ufologues. Et après, je me suis aperçu, pour continuer ma trajectoire, que ces représentations de la science-fiction, elles ont une histoire. Elles ne sont pas sorties comme ça du néant. Elles sont la continuation d'un certain nombre de représentations, pour ce qui nous concerne, folkloriques ou religieuses, réactualisées dans le contexte de la science et de la technologie. Et donc j'ai fait un deuxième livre qui s'appelait Science-fiction, soucoupe volante et folklore, et qui a été réédité après, comme le disait Patrick, sous le titre En soucoupe volante. Mais le titre originel, c'est Soucoupe volante et folklore. Donc je montrais les racines folkloriques d'un certain nombre de thèmes des ovnis qui se développaient de plus en plus à l'époque, comme notamment les enlèvements. Voilà. Et donc à l'époque, j'espérais plus ou moins, j'avais commencé à concevoir le projet de faire une carrière universitaire, ce que je n'ai jamais réussi à faire d'ailleurs, et j'ai compris qu'il fallait être très discret avec certains aspects de la question. Je me suis focalisé sur l'aspect des représentations, comme il convient de faire à l'université. Ça ne m'a pas aidé du tout à avoir une carrière universitaire, c'était des précautions inutiles. Toujours est-il que ça a permis à beaucoup de gens de me considérer comme un réductionniste, c'est-à-dire que si vous regardez sur Internet, vous tapez MEE, vous allez OVNI, vous allez voir que je suis considéré comme quelqu'un qui a cherché à réduire les ovnis à la sociologie, à la psychologie. Ça n'était absolument pas mon but et ça ne l'est toujours pas. Je n'ai jamais cherché à réduire les ovnis. D'ailleurs, à l'époque où j'ai fait ce bouquin, je vais simplifier, j'y croyais dur comme fer. J'ai cherché à développer les conséquences logiques d'un phénomène bizarre que j'avais trouvé, non pas pour réduire les ovnis, mais pour éclairer le phénomène et pour essayer de le comprendre. Mais ce qui m'a toujours motivé personnellement, c'est d'essayer de dégager dans ce phénomène ce qui pourrait être de radicalement nouveau. Voilà. Et c'est ce qui me sépare absolument totalement des réductionnistes. Si vous voulez, pour simplifier, bon, je ne sais pas jusqu'à quel point les gens qui m'écoutent là sont versés dans toute l'histoire de cette discussion. Il y a un courant aujourd'hui qui s'efforce de réduire tous les cas d'OVNI à des explications psychologiques ou sociologiques. Parfois, il faut reconnaître avec beaucoup de succès, parce que beaucoup de cas sont mal enquêtés, ou sont des confusions, etc. etc. Mais si vous voulez, j'estime, je ne parlerai plus de ce sujet après, parce que ce qui m'intéresse, c'est le problème dont je vais vous parler, il faut que je vide la question dès maintenant. Donc, ce qui m'intéresse personnellement, c'est en quoi est-ce que ce phénomène nous interpelle, en quoi est-ce qu'il pourrait relever de quelque chose de complètement nouveau. Bien. L'idée, imaginez l'idée d'un phénomène non identifié,
d'origine intentionnelle débarquant dans notre environnement, si c'était vrai, ça serait une des plus grandes découvertes des temps modernes, la plus grande certainement. Malheureusement, on est très loin de pouvoir prouver une chose pareille. Ce qui se passe néanmoins, c'est qu'en l'état du dossier, il est impossible de décider vraiment d'une façon ferme pour une hypothèse ou pour une autre. C'est-à-dire qu'il y a évidemment de très nombreux cas qui tombent en poussière, etc. Mais le passage à la limite n'est pas si facile que ça. Il y a un noyau de cas très étranges qui tiennent encore très bien la route. Et puis, il y a régulièrement de nouveaux cas. Sur toute la surface du globe récemment, la SOLBEPS en a encore enregistré, en Belgique. Et donc, les deux hypothèses sont indécidables. Et comme elles sont indécidables, je pense que ce qui est intéressant, c'est de chercher au contraire à travailler sur l'hypothèse qu'il y aurait dans les ovnis quelque chose de radicalement nouveau sur le plan scientifique. Donc, l'idée de prouver que les ovnis ne sont que des illusions, que des phénomènes psychologiques ou sociologiques ne nous paraît pas intéressante. Ça va amener à quoi? Ça va amener à allonger la liste des erreurs de l'esprit humain. C'est pas passionnant. C'est pas fécond, si vous voulez. D'autre part, sur le plan de l'histoire des sciences, on peut même montrer que des illusions, des hypothèses erronées se sont trouvées d'une extraordinaire fécondité pour l'avancement de la connaissance. C'est par exemple l'histoire du mesmérisme, du magnétisme animal, qui était certainement, tel qu'il se présentait, une illusion. L'histoire, vous savez, du fluide magnétique, développé par Mesmer et ses disciples à la fin du XVIIIe siècle. Néanmoins, le mesmérisme, bien qu'illusion, a fécondé une partie de la psychologie moderne. Alors, je vois vraiment pas plutôt l'intérêt de se renfermer dans la perspective sceptique. Donc ce qui m'intéresse, les choses que je vais vous présenter, je les présente dans l'esprit d'essayer d'élargir la question des ovnis et de comprendre en quoi ils nous présentent quelque chose de nouveau, si c'est bien le cas. Donc ce que je vais vous dire, c'est une série de cas de figure, je ne prends pas de façon directement parti, mais c'est plutôt comment il faut raisonner pour développer il faudrait raisonner pour développer une ufologie future. Alors quel est le rôle de la science-fiction là-dedans? Moi je vais vous l'expliquer. Ça questionne nos certitudes et ça permet d'établir des critères pour interroger les cas et les évaluer. Alors j'en reviens donc à la question centrale, la question de la coïncidence entre la science-fiction et les soucoupes volantes. Donc, comme je vous le disais, c'est l'intuition que j'ai eue dès le départ. J'avais la chance à l'époque, parce que j'avais fait une maîtrise, j'ai commencé par des études de littérature dans la philo, et je connaissais un écrivain de science-fiction qui est mort malheureusement depuis 5-6 ans, qui s'appelait Pierre Versin, qui était le plus grand spécialiste de l'histoire de la science-fiction mondiale, on peut dire, qui a écrit une énorme encyclopédie de la science-fiction et de l'utopie, un travail unique en son genre, on peut dire, qui était également un des plus grands collectionneurs en ce domaine, que j'allais voir de temps en temps en Suisse. Et lorsque cette idée s'est emparée de moi, je suis allé le voir, je lui ai exposé l'idée. Il a ricané parce qu'il se moquait des secoupistes dont j'étais, mais il était très sympathique. Et il a commencé à me dire, tu devrais lire ça, tu devrais lire ça. Il m'a servi de guide en quelque sorte. Et très rapidement, il allait chercher dans sa bibliothèque des masses de bouquins que j'avalais comme ça, nuit et jour. Et là, je me suis rendu compte que non seulement mon intuition était juste, mais encore qu'elle était beaucoup plus juste que je l'avais imaginé. Et la suite a montré que, si vous voulez, au fur et à mesure, parce que pour aller vite, Versin avait surtout une collection très importante dans le domaine de la science-fiction européenne et moins riche dans le domaine de la science-fiction américaine. Or, si les représentations sous-coupiques existent déjà dans la science-fiction européenne, c'est surtout dans la science-fiction américaine qu'elles ont foisonné. Et aujourd'hui, avec Internet, on peut se procurer très facilement toute cette imagerie qui était d'un accès très difficile à l'époque. On constate que j'avais beaucoup plus raison encore que je l'imaginais. Donc,
très rapidement, l'intuition générale, hein, c'est que les rapports d'OVNI, je dis bien les rapports, parce qu'on n'a jamais touché un OVNI, tant que je sache. L'OVNI, on le connaît soit à travers des rapports, soit de temps en temps à travers des traces. Par exemple, les traces laissées sur les radars, les traces laissées, etc., dans les champs. Mais ça, c'est rare et d'une interprétation difficile. Mais la plus grande partie de nos matériaux concernant les OVNI, ils nous viennent des témoins. Donc le matériel sur lequel nous travaillons, ce sont des témoignages. Donc les rapports d'OVNI s'inscrivent, ou plutôt s'inscrivent dans les représentations du XXe siècle, et plus particulièrement dans celle de la science-fiction. C'est-à-dire que la façon avec laquelle les OVNI sont décrits à partir de 1947 a déjà été utilisée. Est-ce que je m'exprime clairement? C'est pas facile d'exprimer cette idée. A déjà été utilisé dans la science-fiction des années du début du XXe siècle. C'est-à-dire les représentations des engins, leur mode de fonctionnement, la façon dont ils se comportent lorsqu'ils volent, leurs pilotes, leur motivation, etc. Tout ça a fait l'objet de très nombreux récits. Et lorsque les récits de science-fiction les récits relatifs aux ovnis vont se développer à partir des années 50, être recueillis, apparaître dans des revues spécialisées, etc., eh bien ces récits vont répercuter cette imagerie antérieure. Autrement dit, pour simplifier, la science-fiction a déjà appris le copyright. Prenons un exemple très simple. Les ovnis sont censés, ou étaient à une époque de l'histoire des ovnis, puisque maintenant ça ne s'observe plus beaucoup, étaient censés caler les moteurs de voiture. Eh bien, vous allez trouver dans la science-fiction des années 20 et 30 des récits relatifs à des objets soit extraterrestres, soit possédés par des savants fous qui calent à distance les moteurs de voiture, et ainsi de suite. Bien. Donc, c'est venu avant. Alors, j'ai établi donc une sorte de parallèle systématique, méthodique, les formes des objets, leurs manifestations, par exemple l'enlèvement, les manifestations lumineuses, les calages de moteurs, etc. J'ai fait ça de façon méthodique. Et j'ai mis en rapport sans arrêt les textes. Alors, à partir de ça, j'ai développé un certain nombre d'hypothèses, pas d'hypothèses, mais je me suis imaginé soumis à une sorte de jury examinant ma thèse et me bombardant de contre-hypothèses. Alors, je les ai recensées méthodiquement également, et puis j'ai essayé de répondre à ces hypothèses. Alors, en gros, on peut les résumer comme suit. Vous verrez qu'elles n'ont pas toutes la même valeur logique, historique. Il y en a qui sont saugrenues ou difficiles à concevoir, d'autres qui sont presque évidentes. Mais j'ai essayé de tout imaginer. Alors, la première hypothèse qui vient à l'esprit des gens, mais qui est en fait une hypothèse naïve, c'est le caractère prédictif de l'ASF. C'est-à-dire, par exemple, Jules Verne a prévu le sous-marin, etc., la fusée dans la Lune, le voyage dans la Lune, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que les auteurs de science-fiction n'auraient-ils pas également prévu l'arrivée des extraterrestres? Alors là, il y a une sorte de saut gigantesque. Je parle de prédiction logique, non pas de précognition. C'est deux choses très différentes. Par exemple, lorsque Jules Verne imagine le Nautilus, c'est de la prédiction logique, ça n'est pas de la précognition. Je veux dire par là qu'il extrapole des données qui circulent déjà dans les revues scientifiques, etc. C'est dans l'air du temps. Il se contente de donner un visage, d'incarner cette possibilité dans un récit. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la science-fiction ne prédit qu'à court terme, mais encore d'une façon souvent très erratique. Par exemple, on n'a pas, à ma connaissance, l'équivalent d'Internet dans les récits de science-fiction. Pourtant, c'est ce qui bouleverse le monde d'aujourd'hui. Donc ça ne va pas si loin que ça. Hein. D'autre part, Jules Verne n'a pas
inventé ex nihilo le sous-marin et qui s'est contenté de développer des idées qui étaient dans l'air du temps. Donc l'idée que des civilisations extraterrestres venues du fond de l'espace puissent avoir prédit les formes que... Pardon, excusez-moi. L'idée que les auteurs de science-fiction écrivant pour la littérature des adolescents, spécialement, dans les revues populaires, aient pu, avec dans les moindres détails, prévoir les formes que revêtrait plus tard pour nous l'irruption d'une intelligence non humaine dans notre environnement, tout ça est tout simplement inconcevable. Pour moi, c'est quelque chose d'impensable, c'est pas possible. Tout simplement pas possible. Ensuite, il y a une autre objection qu'on peut imaginer, c'est que la coïncidence que je prétends mettre en évidence, c'est moi qui la fabrique. Cette objection m'a été faite notamment par Jacques Scourneau, un ufologue belge, dès le début. Jacques disait, il y a dans la science-fiction une foule de possibilités qui ont été essayées, tu as sélectionné celle qui t'arrange pour construire une coïncidence. Alors, cette hypothèse est difficile à réfuter, elle est vraie jusqu'à un certain point. Lorsqu'on établit une coïncidence, il y a toujours une part de construction de l'esprit, il ne faut pas oublier que c'est une hypothèse. Néanmoins, je vais vous montrer les pièces, vous verrez par vous-même. Je pense que ce qu'on peut dire, grosso modo, c'est que le type de représentation que l'on voit dans les ovnis ne pouvait apparaître qu'à l'époque de la science-fiction. On ne les trouve pas. Si vous reculez dans le passé, si vous reculez à partir du milieu du 19e, vous ne les trouverez pas, tout simplement. C'est impossible. Donc peu importe les détails, c'est comme ça. Il y a une résonance qui s'établit entre la littérature et le phénomène, c'est clair. Bon. D'autre part, il y a une hypothèse très simple que j'aurais dû examiner plus en détail dans mon livre, que je n'ai pas assez examiné parce qu'à l'époque je croyais trop fermement à la réalité des ovnis, c'est que tout simplement il n'y a pas d'ovnis. C'est-à-dire qu'en réalité, les récits d'ovnis seraient construits à partir de représentations issues de la science-fiction qui seraient projetées sur un ensemble de phénomènes disparates, des erreurs, des hallucinations, des mystifications, tout ce que vous voulez. Et ça serait une mythologie qu'on aurait construite au XXe siècle à partir de la science-fiction. À l'époque de la conquête de l'espace, en se nourrissant du bagage de la science-fiction, l'esprit humain aurait créé une nouvelle mythologie à partir de rien. Enfin, à partir de... Il n'y aurait pas d'ovni, au sens strict. Ça serait une fabrication de l'esprit. C'est l'hypothèse qu'on peut tirer de mon travail et dont se sont emparés les sceptiques. La SOBEPS, voilà, et puis dans le COBEP, c'est bien au courant de cet argument. J'en suis en partie le père, mais tout à fait involontairement, car je le répète, mon but n'était pas de prouver la non-existence des ovnis. C'était simplement de fournir un problème à étudier pour le comprendre, pour comprendre la nature des ovnis. Voilà. Donc j'ai examiné tout un tas d'hypothèses. Peu importe les spéculations que j'ai tirées à l'époque, il y a un point sur lequel j'ai tenu ferme et sur lequel je tiens toujours ferme, c'est que la coïncidence est réelle et qu'elle n'est pas seulement une construction de ma part. Alors c'est ce que je vais vous montrer à partir d'un jeu de représentation, d'illustration de science-fiction que je vais vous commenter.